Bien. Alors, je vais vous présenter un livre d'un auteur dont je ne sais rien, qui s'appelle Laurent de Sutter, SUDTER, et je sais que dans cette salle, il y a des gens qui sont beaucoup plus savants sur Laurent de Sutter que moi, mais à ma grande honte, je présenterai quand même un de ses livres, son dernier d'ailleurs, paru en mai 2025, et qui s'appelle L'art de l'ivresse, paru au PUF, collection Perspective critique. Voilà, il est comme ça. Bon, j'ai pas bien vu le rapport entre la couleur verte et l'ivresse, là. Ça m'a paru un peu curieux, mais bon. Et en fait, j'ai découvert ce penseur un peu par hasard, à cause du titre, justement. J'entrais dans une librairie, je me suis dit, ah, l'art de l'ivresse, ça m'intéresse. Tiens. Et je l'ai acheté, je l'ai lu, puis bon, c'était intéressant. Je me suis aperçu qu'il avait écrit énormément. Hein. Il a écrit au moins une quinzaine de livres, peut-être même plus. Hein. On le voit par les biographies qu'il y a à la fin du livre. Mais bon, voilà, j'ai vu ce titre, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était bien. Pourquoi je ne le présenterai pas à la SNFI, aux gens qui ont bien voulu venir. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est un philosophe, Laurent de Sutter? Oui, bon, effectivement, c'est quand même assez philosophique. Hein. C'est aussi un essai, hein, donc on pourrait dire un philosophe, un essayiste, un peu difficile à classer, mais bon, peu importe. Sur la question, je vous conseille, sans vous conseiller, un numéro de la revue Critique, paru en mars 2025, assez récent, le numéro 934, dont le thème est In Vino Veritas. Et on y trouve justement un entretien entre Pierre-Yves Kivigé, dont je ne sais rien non plus, vous voyez, les compétences philosophiques sont très limitées, un entretien avec Laurent de Sutter, les deux ayant écrit sur la question du vin. Et puis il y a un autre texte de Laurent de Sutter qui parle de deux livres qui sont parus à propos du vin. Bon, la revue est fidèle à son titre, hein, il y est question essentiellement du vin, mais pas tellement de l'ivresse, donc je ne sais pas trop si ça... Il est à la bibliothèque. Hein. Il est à la bibliothèque, vous pouvez l'emprunter, et puis voilà, vous lisez, vous voyez par vous-même. Alors, bon, je vais commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, après vous avoir donc présenté mes excuses, mais bon, j'essaierai quand même de rendre compte un minimum de ce que Laurent de Sutter explique dans ce livre, L'art de l'ivresse. Et c'est un titre un peu trompeur. Et il peut être trompeur. En effet, voilà, l'art de l'ivresse, on pense à l'art au sens de la techné des Grecs, hein, techné qui en latin c'est ars, hein, et ça désigne plutôt une sorte de savoir-faire, hein, pour dire ça rapidement. Mais en fait, il ne s'agit pas tellement d'un savoir-faire de l'ivresse dans ce livre, mais beaucoup plus philosophiquement, hein, il m'a semblé que c'est une véritable métaphysique de l'ivresse que nous expose ici Sutter. Et nous avons affaire à un véritable système métaphysique de l'ivresse. Je précise, enfin je tente de préciser. Le livre est constitué de 5 chapitres, chacun étant une partie du système, selon une distribution, somme toute, assez classique, et appuyant à chaque fois son analyse sur des données qu'on pourrait nommer des données historico-culturelles. Le chapitre 1, j'expose le plan du livre en quelque sorte. Chapitre 1, éthique de l'ivresse. Chapitre 2, esthétique de l'ivresse. Chapitre 3, épistémologie de l'ivresse. Chapitre 4, politique de l'ivresse. Et chapitre 5, ontologie de l'ivresse. Alors, ça n'est pas un traité, plutôt un essai. Donc, Sutter n'annonce pas cette organisation systématique au début du livre, et c'est vrai, quand on commence à le lire, on n'a pas du tout l'impression de lire un système métaphysique. Mais quand même, quand on commence à arriver au chapitre 3, on dit tiens, il y a quand même une construction assez rigoureuse, non Et en fait, je dirais que, en fait, c'est
il explicite cette idée de faire un système métaphysique de l'ivresse un petit peu à la fin du chapitre 3, donc épistémologie de l'ivresse, hein, dans le paragraphe 30. Et ce sont les 4 premières parties qui sont présentées à nouveau comme 4 parties à la fin du chapitre 4, paragraphe 40, et bien sûr, une 3e fois, dans la dernière partie, le chapitre 5, hein, celui qui clôt le livre, et bien là, effectivement, dans le paragraphe 50, il montre bien que chacun des chapitres est une partie d'un système. Donc vous voyez comment, peu à peu, hein, il nous emmène d'un début très essayiste, hein, dans le chapitre 1 et 2, chapitre 3, on commence à voir qu'il y a quelque chose d'assez systématique, hein, et encore plus à la fin du chapitre 4, et puis dans cette ontologie de l'ivresse, le chapitre 5, là, véritablement, le système s'organise et se construit dans notre esprit. Et donc, l'ontologie de l'ivresse, c'est pas par hasard qu'il l'a placée à la fin, c'est que c'est véritablement, m'a-t-il semblé, la clé de voûte du système. Donc, on n'a pas à faire un traité, parce que dans un traité, on expose dès le début la structure du système. Mais ce n'est pas non plus un essai, parce que les catégories qu'il emploie sont très solidement structurées. Donc, en désespoir de cause, ne sachant pas très bien comment nommer cet art de l'ivresse, pas un art au sens de la technique, c'est sûr, hein, et encore moins au sens de l'art comme on l'entend de manière un peu plus commune, il nous présente une philosophie de l'ivresse et même, comme je le disais il y a quelques instants, une métaphysique de l'ivresse. Pour la présentation de ce livre, j'ai décidé de faire simple, de ne pas amuser à reconstruire le livre différemment. Je vais tout simplement exposer les différents chapitres et on verra comment, eh bien, à la fin de l'ouvrage, ce système métaphysique se déploie. Donc je suis l'organisation du livre, l'ordre du livre, chapitre par chapitre, c'est-à-dire finalement partie du système par partie du système. Donc chapitre 1, éthique de l'ivresse. Alors, donc je vous ai dit que toujours il s'appuie sur des données historico-culturelles. Le point de départ de l'analyse dans son chapitre 1, éthique de l'ivresse, est un poète arabe dont je ne sais rien, hein, bien, vous ferez la recherche par vous-même, un poète arabe du 8e siècle, donc du début de l'expansion de l'islam. Hein. Ce poète s'appelle, je ne sais pas le prononcer, hein, Abu Nuwas, poète donc des tout débuts de l'islam, et qui, dans sa poésie, chante, avec la nouvelle religion, eh bien, il chante la vie moderne qui se construit alors avec Bagdad, qui était la capitale d'un empire absolument gigantesque. Et en fait, il abandonne, il rejette même les thèmes des poètes bédouins qui étaient avant eux, avec les thèmes qui étaient le désert, l'oasis, la gazelle. Bon. Alors tout ça, hein, Abu Nuwas, hein, il rejette tous ces thèmes au profit des thèmes de la nouvelle civilisation, c'est-à-dire de la ville, des cabarets urbains, de la vie nocturne, de la chasse, du désir pour les garçons. Et tout cela, pour Abu Nuwas, hein, sans modération, est lié à boire du vin. Donc, vous voyez, toute cette vie nouvelle, hein, eh bien, elle est soutenue ou emportée par boire du vin. Et le vin, en arabe, à nouveau, excusez-moi, je ne sais pas le prononcer, khmar, K-H-A-M-A, en arabe, qui désigne à la fois le vin et l'ivresse, les deux. Mais si Abu Nuwas aime boire du vin sans modération, c'est toujours en compagnie, jamais seul. Et son goût pour l'ivresse et pour les jeunes hommes, il les chante dans ses poèmes, avec tant de grandeur qu'il a rencontré un vif succès et qu'il est élevé au rang de Nadim, N-A-D-I, accent circonflexe M, Nadim, qui est assez difficile à traduire, d'après ce que nous explique Suter. On peut traduire par familier, un familier ou un convive invité dans les banquets
banquet sans doute assez orgiaque, apparemment, et convive. Il y a plusieurs, je dirais, niveaux dans le nadim, plusieurs niveaux, et donc on peut gravir ces échelons en devenant un nadim, un convive, un familier, très, très demandé et très recommandé pour les banquets. Bon. Et d'autant plus que l'ivresse était très codifiée, directement liée, comme nous l'avons de le voir, aux banquets nocturnes, et dans ces banquets nocturnes, le nadim joue le rôle fondamental, celui qui permet de faire société, pour employer une expression assez contemporaine. Et c'est là qu'on trouve une véritable éthique de l'ivresse, car sans cette éthique de l'ivresse, il n'y aurait pas de nouvelle civilisation, il n'y aurait pas de vie moderne, et finalement, il n'y aurait pas de société libre. Sans doute, dans ces commencements de l'islam, l'ivresse pouvait être considérée comme dangereuse. En fait, le mouvement de l'ivresse, à cette période, suit deux directions possibles. Soit la direction de la perdition, qui fait plonger dans les griffes de Satan, soit, à l'inverse, le chemin de la subtilité, de la sophistication, qui s'accorde, non sans certaines difficultés tout de même, mais qui peut s'accorder à la vraie foi, c'est-à-dire à l'islam qui est en train de se développer dans cette nouvelle civilisation. L'éthique de l'ivresse consiste ainsi à sortir de soi, de sa propre intériorité, car c'est là, dans l'intériorité, que se cachent tous nos vices, que se cache le mal. On ne boit qu'avec le souci du dehors, écrit Suter, page 46, on ne boit qu'avec le souci du dehors. Autrement dit, l'ivresse ne conduit à une éthique que si elle nous arrache au dedans pour nous tourner vers la société et bien au-delà de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. Il s'agit d'une éthique de la nuit, pour reprendre une expression de Suter, page 47. Autrement dit, une éthique de la nuit, une éthique du dehors, qui nous permet de chercher une vérité que nous ne trouverons jamais tant elle nous dépasse, mais l'ivresse tout au moins, en nous libérant du soi, nous permet cette quête, aussi infinie soit-elle. Eh bien, le chapitre 2 est là ici, esthétique de l'ivresse. Chapitre 2. Partie 2, éthique et esthétique. Bien. Le projet de départ, ici, Suter prend un autre exemple historico-culturel. Son point de départ, c'est ce qu'on appelle souvent l'écriture folle, et le grand maître de l'écriture folle, qui est le poète et calligraphe chinois Zhangsu, 8e siècle, dynastie des Tang. Et Zhangsu calligraphiait un poème, plus qu'il ne l'écrivait un poème, il le calligraphiait, et très souvent il biffait, il barrait son poème d'un trait de plume, ce qui rendait le poème quasiment illisible. Cette rature biffant le texte témoignait en fait d'une énergie intense dont l'origine, on l'a bien compris, est le vin et surtout son effet, l'ivresse. D'ailleurs, il calligraphiait ses poèmes en étant ivre, décrit souvent par lui-même et par d'autres, décrit comme une sorte de fou, un fou, s'agitant en tous sens pendant qu'il calligraphiait ses poèmes, utilisant parfois ses propres cheveux comme des pinceaux, et à jeun, il était incapable d'écrire le moindre poème. Et même de reproduire ce qu'il avait fait quand il était ivre, incapable. Impossible. Donc une écriture transgressive par rapport à la calligraphie traditionnelle. Parce que dans la calligraphie traditionnelle, tout au moins dans ce que j'en ai lu, eh bien on prend soin, chaque poète prend soin de bien distinguer les idéogrammes, pour qu'on puisse bien lire proprement, d'ailleurs plutôt comme ça, le poète, ce que rejette complètement et dépasse Zhangsu avec son écriture folle. L'écriture, comme on qualifiait souvent, l'écriture du fou ivre, fou-ivre, comme d'ailleurs il se nommait lui-même, souvent. On retrouve cette esthétique de l'ivresse dans d'autres arts que la poésie et la calligraphie. Par exemple, dans les arts martiaux,
il y a une variante du Kung Fu, hein, donc il y a le grand art martial chinois qui a beaucoup de variantes, mais il y a une des variantes qui est ce qu'on peut traduire par la boxe de l'homme ivre, et qui a été immortalisée au cinéma par l'acteur et combattant Jackie Chan dans un film que je vous recommande, qui est très drôle en plus, c'est une comédie, qui s'appelle Drunken Master 2, hein, il n'y a pas de titre français connu, 1994, réalisé par Liu Xiaoliang, un vieux routier du cinéma de Kung Fu, et Jackie Chan lui-même. Et moi j'avais vu le film il y a longtemps, bien avant de lire le livre de Suter, et les scènes de combat où Jackie Chan, est complètement ivre et finit en tournant dans tous les sens par dézinguer tous ses adversaires, ça m'avait beaucoup plu. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas du tout une invention de Jackie Chan, loin de là, mais que c'était au contraire très traditionnel. Donc je vous recommande Drunken Master 2. Je crois qu'il c'est pas en VO, mais en français on s'en fout. Le film est bien, très bien fait. Alors, selon Suter, cette esthétique de l'ivresse est une esthétique de la libération. En quel sens? En ce sens que, sous l'emprise de l'ivresse, le corps est plongé dans un excès par lequel, d'une part, il dépasse les conventions et il se connecte au plus près du principe vital, c'est-à-dire la vie elle-même, comme puissance de débordement. En outre, cette libération, cet abandon, cette perte de l'illusion du contrôle, parce qu'il y a bien cette idée derrière que le contrôle de soi est une pure illusion, y compris dans les arts martiaux, et cette perte de l'illusion du contrôle est une pragmatique, non pas au sens de Dewey, hein, dans un sens plus simple, hein, une pragmatique parce qu'elle vise à libérer non seulement l'art lui-même, mais aussi celui qui contemple les œuvres d'art. Plus que finalement il ne les lit, hein, parce que c'est vrai que face au... Enfin, j'en ai pas vu, mais d'après ce qu'explique Suter, quand on voit, ou plutôt quand on contemple les poèmes de Zhang Zhu, eh bien, en fait, on est plus, je dirais, dans la contemplation d'une œuvre d'art, plus que dans la lecture d'un poème, qui est souvent, du fait de cette écriture folle, qui est souvent absolument impossible. De plus, l'esthétique de l'ivresse est certes une libération du corps, mais en même temps, Zhang Zhu vise à produire un effet qui, comme l'écrit Suter, hein, je le cite, serait une intensification ou un approfondissement de l'expérience de la vie elle-même, du monde lui-même. Hein. Suter dit de l'écriture poétique de Zhang Zhu qu'il y a une intensification, un approfondissement de l'expérience de la vie elle-même, du monde lui-même. C'est dans ces pages 80. Évidemment, comme Suter le souligne, hein, on pense à Spinoza, on pense à Nietzsche, je ne développe pas ce point, hein, évidemment, ça serait un tout autre travail. Pour en revenir à l'art de Zhang Zhu, celui-ci, selon Suter, relève d'une sorte de réalisme, non pas au sens de la mimésis, mais au sens, je cite à nouveau Suter, au sens d'une présence au monde comme telle. Une présence au monde comme telle. Qui, cette présence du monde comme telle, qui emporte le corps de celui qui crée, mais aussi le corps de celui qui contemple, eh bien, il y a ici, dans cette contemplation, hein, comme dans cette création, il y a la même situation. Hein. La contemplation est également une sorte de création que l'on partage avec le poète fou ivre. C'est bien le fou ivre. Chapitre 3, épistémologie de l'ivresse. Bon. In vino veritas est non seulement une formule populaire, mais également, au XVe siècle, c'est une devise de la science, et en particulier une devise des travaux des alchimistes, qui défendaient un idéal d'ivresse opposé à la science et à la philosophie antique, qui, on pense à Aristote bien sûr, hein, qui, elle, soutenait un idéal de sobriété. Il y a donc ici une opposition très nette. Pour les Grecs, les anciens, l'ivresse empêche tout accès à la vérité. Pour les savants, à la charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance,
l'ivresse était le moyen même pour accéder au vrai. Là, l'opposition est totale. Proche en cela de la conception du poète dont nous parlions tout à l'heure, le poète arabe Abou Nuwas, les savants du XVe siècle estimaient que la vérité, voilée aux yeux des hommes, ne pouvait se dévoiler que sous l'emprise de l'ivresse. En effet, sous la condition que le vin est sa forme la plus pure et sans mélange avec d'autres substances, il y a chez savants alchimistes, il y a là l'idée que la force créatrice de Dieu est conservée dans le vin, est présente dans le vin, et serait ainsi transmise à ceux qui le boivent. C'est bien dans le vin que se loge la vérité. Ainsi, la vérité peut se boire, envahir un corps, et permettre ainsi d'accéder au vrai par une voie qui n'a rien à voir avec celle de la démarche rationnelle et conceptuelle. L'ivresse, nous l'avons entrevu précédemment, donne accès au savoir, celui du divin, celui de la science, l'un et l'autre étant étroitement liés. Il y a là une profonde conception métaphysique, car si on avance que la vérité est dans le vin, vino veritas, on affirme dès lors que la vérité est dans le monde, puisque le vin, il est dans le monde. Bon. Et il est dans le monde dans sa matérialité même. Donc ça veut dire que la vérité est bel et bien dans la matérialité du monde, la mondanéité du monde. Partant, la puissance divine est elle-même présente dans le monde, puisque étant dans le vin, et le vin dans le monde, eh bien, Dieu est bel et bien dans le monde. Chacun, par l'ivresse, peut donc participer, même modestement, à la puissance divine. Et il faut bien voir qu'il y a ici une relation entre vérité et puissance qui ne sont pas statiques. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se prendre une bonne cuite un jour et d'espérer ainsi découvrir la vérité, non pas du tout. C'est absolument pas la perspective des alchimistes savants de la fin du Moyen-Âge. La vérité, elle ne se donne pas dans une immédiateté qui ne serait que illusion. Elle se donne dans un mouvement, un processus de perpétuel dépassement qui enchaîne une vérité après l'autre, qui est le mouvement même de l'ivresse. Un verre après un autre verre. Ce n'est pas une métaphore. L'ivresse ne se donne jamais d'un coup. Ça, c'est une illusion. Elle se donne par l'enchaînement d'un verre à l'autre. Et c'est grâce à cette dynamique de l'ivresse que, verre après verre, eh bien, la vérité, progressivement, se donne peu à peu. Passer d'un verre à l'autre, c'est passer d'une vérité à l'autre dans un dévoilement sans fin. Nous avançons, pas d'inquiétude. Chapitre 4. Politique de l'ivresse. Le point d'appui de ce chapitre, de cette partie du système, un ouvrage japonais classique d'un auteur dont je ne sais rien. Donc, vous voyez, c'est un exposé basé sur l'ignorance. Donc, un écrivain japonais classique, Nakae Shomin, donc, je ne sais pas le prononce, ça se prononce non plus, Nakae Shomin, qui est un écrivain japonais apparemment très très célèbre, et qui a écrit entre autres un ouvrage qui s'appelle Dialogue au pluriel, dialogue politique entre trois ivrognes. Alors Shomin, pour en dire deux mots, c'est un penseur politique japonais de la fin du 19e, né en 1847 et mort en 1901, donc qui se situe au début de l'ère Meiji, c'est-à-dire quand le Japon décide de s'ouvrir au reste du monde et en particulier à l'Occident. Et très tôt, Shomin part en France et étudie la philosophie et la pensée politique française, en particulier les idées républicaines françaises, et plus particulièrement encore Rousseau, dont il va traduire, c'est quand même pas rien, dont il va traduire en japonais, entre autres, du contrat social. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Revenu au Japon, il devient un journaliste engagé et un penseur politique qui défend l'instauration de la démocratie, qui évidemment, à cette époque, n'existait absolument pas au Japon. Il a été un penseur très influent au Japon, en particulier parce qu'il a introduit la philosophie occidentale au Japon, avec un travail très important de traduction. Je citais Rousseau, mais il a aussi traduit Schopenhauer, par exemple, en japonais. Ces dialogues politiques entre trois ivrognes, dont l'action se roule dans un bar en 1887, mettent en scène, comme son titre l'indique, trois hommes. Alors il y a Maître Ankai, un sage assez taoïste, proche du taoïsme.
un gentleman habillé à la mode occidentale et un samouraï vêtu de manière traditionnelle. La discussion, copieusement arrosée, porte sur des sujets politiques. Le gentleman habillé à l'occidentale défend des positions démocratiques, démocrates, tournées, inspirées des institutions européennes. Le samouraï, lui, représente des idées nationalistes qui sont celles défendues à cette époque par le Premier ministre Hirobumi. Quant à Maître Ankai, il conclut apparemment par des banalités, prônant des idées plutôt républicaines, en particulier défendant un constitutionnalisme modéré. Il va sans dire que la discussion ne prend pas la forme d'exposé rationnel vu le niveau d'alcool consommé par les trois personnages, mais des idées jetées de ci et de là, du fait de la consommation assez importante d'alcool par les trois hommes. Shomin, l'auteur du livre, partage les opinions de chacun des interlocuteurs, mais c'est quand même le constitutionnalisme de Maître Ankai, c'est-à-dire un parlement, une constitution, un droit à la liberté d'expression et au bonheur. Bref, la démocratie. Enfin, une certaine forme de démocratie. Et Shomin, de ce point de vue-là, est proche de Maître Ankai, son personnage, quelle que soit la banalité souvent apparente des positions de celui-ci. Banalité d'ailleurs très apparente parce que la défense du constitutionnalisme, donc de la démocratie, même modérée, il faut bien voir qu'à cette époque-là, c'était une position très radicale par rapport à l'autoritarisme du régime, qui a duré quand même jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce que Hirohito ne devienne plus qu'une marionnette aux mains des Américains. Donc, finalement, la position de Maître Ankai, donc de Shomin, relève, du moins, de l'histoire du Japon moderne. Bien, je vais couper un peu. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a ici, clairement, une opposition entre la sobriété et l'ivresse. La sobriété du côté de l'autoritarisme, l'ivresse du côté, au contraire, de la démocratie. Et finalement, c'est au fond de la bouteille de saké que se tient un État qui n'est peut-être pas encore existant, la démocratie, un régime démocratique, mais qui peut-être peut le devenir, et plutôt grâce à l'ivresse qu'à la sobriété. Et j'en arrive enfin au chapitre 5, ontologie de l'ivresse. Paraphrasant le grand Aristote, et son fameux « il y a une science de l'être en tant qu'être », débutant son ouvrage, c'est pas un ouvrage d'ailleurs, le livre « La métaphysique », eh bien on pourrait dire, même si Suter ne le dit pas, et on verra pourquoi, il y a une science de l'ivresse en tant qu'ivresse. Toutefois, on s'aperçoit, et nous allons y revenir, que c'est plus à Héraclite qu'à Aristote que relève la pensée de Suter, de notre auteur. Reprenant des thèses du chapitre 1, donc l'éthique de l'ivresse, Suter fait de l'ivresse l'être du monde et du rapport à celui-ci, rapport qui précisément défait tout être au profit d'un mouvement perpétuel. Vous voyez, on est vraiment dans un héraclitéisme, on va y revenir. Suter écrit à propos du buveur d'alcool qu'il a la rigueur de celui qui sait qu'être, c'est justement sortir de l'être depuis l'être même. Je redis, ça c'est une citation de Suter, j'ouvre les guillemets avant de relire, j'ouvre les guillemets, eh bien, le buveur d'alcool, ouvre les guillemets, à la rigueur de celui qui sait qu'être, c'est justement sortir de l'être à partir depuis l'être même. Page 178-179. Autrement dit, ça signifie que l'être de l'ivresse épouse le mouvement de la vie, c'est-à-dire, à partir de soi, sortir perpétuellement de soi. À partir de soi, sortir perpétuellement de soi, et c'est ça le mouvement de la vie. Par là, il n'y a justement pas d'ivresse en tant qu'ivresse, puisque, je cite à nouveau une formule de Suter, est parfaitement héraclitéenne, ouvrez les guillemets, l'ivresse est le mouvement de la vie en tant que dissolution de l'être. Fermez les guillemets. Les défenseurs de la sobriété, bien évidemment, rejettent la dissolution du soi qu'est l'ivresse, et lui préfèrent un être, un soi, un sujet, bien limité, délimité par un contour fixe et rassurant, aisé à gérer, autrement dit plus apte à se soumettre à l'autorité en place,
car l'homme ivre est tout à fait ingérable. Et je dirais, un point quand même, qui est le tout dernier, toujours dans cette ontologie de l'ivresse. L'ivresse est décrite par Suter comme une ontologie de l'effondrement de l'être. Une ontologie de l'effondrement de l'être, car seul existe le mouvement perpétuel de la vie, emporté par une contingence absolument radicale. S'il y a un absolu de la vie, c'est bien précisément et paradoxalement parce qu'il n'y a pas d'absolu, tout au moins comme être enraciné dans sa stabilité. Même si Suter n'emploie pas le mot, c'est bien la vie comme perpétuel devenir. Le devenir, Suter n'emploie pas ce mot, mais quand même, comment ne pas y penser, penser la vie comme perpétuel devenir, comme une ontologie qui ressemble plutôt à une anti-ontologie. Ou alors, il faudrait dire, comme dit Deleuze dans son petit Nietzsche à destination des étudiants, que, je dirais, l'être se dit du devenir. Alors si on formule, comme le fait Deleuze, que l'être se dit du devenir, là, effectivement, on peut parler d'une ontologie du devenir, dans une certaine mesure. Enfin, tout ça serait à retravailler dans un tout autre contexte. L'être, et je termine, l'être, comme le souligne Suter, permet quant à lui une forme de repos, un abandon dans tous les sens du terme. Tout à l'inverse, la voie de l'ivresse est la voie de la vie, de cette perpétuelle transformation de toute chose en autre chose. Et tant pis si le repos de l'être est une illusion, puisque de toute façon, il n'y a pas d'être. Suter conçoit le perpétuel devenir qu'est la vie comme une ouverture, une promesse des possibles. Boire, c'est s'approprier le possible, tout en se rappelant qu'il n'y a pas plus de soi que d'être, ni soi ni être. C'est ce que Suter, dans le dernier livre de son ouvrage, nomme, le mot est un peu étrange, mais tout de même, nomme une néontologie, N-E-A-O-N-T-O-L-O-J-E, une néontologie, autrement dit, une ontologie du possible, dissolvant tout être, une ontologie comme art, l'art de l'ivresse. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Voilà, j'ai fini. Il s'agit dans le livre de l'ivresse procurée par l'alcool. Est-ce qu'on ne peut pas penser un art de l'ivresse autrement, qui aurait les mêmes effets, à savoir sortir de soi, et quand même un point commun entre les deux exposés qui est celui-ci? Absolument d'accord. Alors, c'est une question extrêmement compliquée que vous posez là, qui n'est pas une question, c'est plutôt une direction. C'est vrai que Suter, dans son ouvrage, envisage toujours l'ivresse à partir de l'alcool. Et surtout du vin, d'ailleurs. Il parle très peu des autres alcools, comme l'alcool fort, comme le whisky ou le vodka. Il parle essentiellement du vin, parce que les références qu'il prend, c'est le vin, sauf effectivement pour Shomin, l'écrivain japonais. Là, c'est du saké que boivent les trois hommes, dans le dialogue inventé par Shomin. Et donc, Suter, effectivement, conçoit, dans cet ouvrage tout au moins, l'ivresse toujours à base de substances, le vin essentiellement, le vin et le saké, comme des substances qui conduisent à l'ivresse. Mais il est vrai que on peut parfaitement, et il y a une référence très très précise, on peut parfaitement envisager l'ivresse sans substance enivrante, sans alcool donc, et c'est ce qu'explique Nietzsche. Et là, on rejoint d'ailleurs une référence que donnait Pierre tout à l'heure, car chez Nietzsche, dans Humain trop humain, ainsi que dans un certain nombre de fragments posthumes, en particulier ceux qui ont été rassemblés dans l'édition La volonté de puissance chez Gallimard, même si c'est un bricolage plus qu'un livre, c'est pas un livre qui a écrit vraiment Nietzsche à proprement parler, et Nietzsche avance ce concept d'ivresse, mais l'ivresse chez Nietzsche n'est jamais liée à l'alcool. Chez Nietzsche, l'ivresse, c'est ce qui est le cœur même de l'art. L'art est fondamentalement ivresse, mais pas du tout une ivresse fondée sur l'alcool, et c'est plutôt, je dirais, une sorte d'augmentation de la puissance, augmentation de la puissance d'agir, si on peut parler comme Spinoza, là je fais un peu des mélanges. En tout cas, oui, l'ivresse comme élévation de la puissance, puissance de la volonté, d'une certaine manière, qui fait que celle-ci devient tellement puissante, la volonté devenant tellement puissante qu'elle ne peut que s'extérioriser, et s'extérioriser par la création de nouvelles formes,
de nouvelles œuvres, de nouvelles valeurs. Et donc, cet état de l'ivresse comme caractéristique de tous les arts et de l'artiste est une ivresse où l'alcool n'intervient absolument pas. Donc, oui, je partage ce que dit Suter, parce que j'aime bien boire un verre de temps en temps, mais d'un point de vue philosophique qui est plus précis, qui est le vôtre, effectivement, on peut parfaitement, et c'est le cas chez Nietzsche, hein, non, c'est pas de l'imagination, hein, ivresse sans alcool, oui, bien sûr, tout à fait. En tout cas, avec Nietzsche, complètement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Encore entre les deux exposés, tout à l'heure, on disait que l'admiration était une passion modérée parce qu'elle ne créait pas de ravages. On ne peut pas en dire autant de la passion de l'ivresse causée par l'alcool. Elle crée bien des ravages. Elle n'est donc pas modérée, celle-ci. Ah, pas du tout. Voilà. Et d'ailleurs, tous les artistes ou personnes que décrit Suter à partir d'un certain nombre d'auteurs, effectivement, ils sont complètement alcooliques et visiblement ravagés par l'alcool. Hein. Et il y a un exemple fameux, un exemple très très célèbre, que cite souvent Gilles Deleuze, justement, qui est l'exemple de Jacques Kerouac. Bon, Jacques Kerouac était un alcoolique fini, hein, il en est mort. Il est mort, il avait, je crois, 46 ans, donc relativement jeune, hein, et c'était un complet alcoolique. Hein, comme l'était aussi une autre référence bien connue, comme était Scott Fitzgerald, qui est mort à 42 ans, je crois à peu près, de son alcoolisme. Et Kerouac écrit dans je ne sais plus quel livre, vous m'excuserez, hein, puisque comme c'est la soirée de l'ignorance pour moi, on peut y aller. Et Kerouac dit la plus grande ivresse, eh bien c'est l'ivresse à l'eau pure. Et il faut être le plus grand alcoolique du monde, quasiment. Il faut être un alcoolique comme Kerouac, qui va jusqu'au bout de l'alcoolisme, pour comprendre que pour énoncer que l'ivresse la plus puissante, eh bien, elle se fait avec de l'eau et pas avec de l'alcool. Donc là, il y a une proximité Kerouac-Nietzsche qui est complètement évidente, à mon avis. Même si je ne sais pas si Kerouac a lu Nietzsche, j'en doute un peu. C'était pas trop son truc, pas trop le temps. Donc voilà, une réponse, oui. C'est clair que l'ivresse détruit. Hein. Je citais Kerouac, je citais Scott Fitzgerald, on peut citer des tas d'autres personnes ou des gens qu'on connaît aussi, des amis, et voir que effectivement l'ivresse par l'alcool, c'est une catastrophe, hein, ça c'est sûr. Mais alors en même temps, il faut penser alors à Nietzsche et à son ivresse comme puissance et création sans alcool. Hein. L'alcoolisme, c'est pas du tout le truc de Nietzsche. Mais alors Suter, lui, quand même, hein, c'est toujours quand même l'ivresse liée à l'alcool. Hein. Donc bon, il faudrait qu'il soit là pour voir ce qu'il pense de l'ivresse sans alcool. Il me semble que Duras pensait que ses plus grands romans avaient été écrits sous l'emprise de l'ivresse alcoolique. Je citais Deleuze tout à l'heure, mais Deleuze a été un grand alcoolique aussi. Hein, et d'ailleurs, je vous recommande de lire dans son abécédaire les vidéos qui ont été faites par Claire Parnet et je ne sais plus son nom, celui qui filmait, Pierre-André Boutan. Voilà, Pierre-André Boutan. Et dans l'abécédaire de Gilles Deleuze, B, c'est boisson. B comme boisson. C'est Claire Parnet qui a trouvé les entrées, qui les a soumis à Deleuze et qui a un peu réfléchi, et après, pof, il est filmé, il parle. Et le B comme boisson est très très intéressant, surtout de la part de quelqu'un qui a écrit des grands livres, mais aussi qui a été un grand alcoolique, qui s'est sevré, hein, qui s'est soigné, bon, mais parce que de toute façon, sinon il allait mourir, hein, c'était ça. Bon, merci beaucoup pour cet exposé qui est vraiment très très riche. Et puis pour les questions, madame aussi, qui m'ouvre sur cet aspect de sortir de soi. Bon, c'est juste pour dire que moi je pense à la dite bouteille de Rabelais, bien sûr, et puis aussi le fameux Enivrez-vous sans cesse de Baudelaire, et le dérèglement de tous les sens aussi de Rimbaud. Voilà. Et alors, vos références sont exactement celles de Suter, sauf la dernière qui ne cite pas, mais donc, attendez, rappelez-moi le premier exemple que vous donniez. La dite bouteille. La dite bouteille. Alors, effectivement, alors, le chapitre numéro, le numéro 3, sur l'épistémologie de l'ivresse, bon, je ne l'ai pas dit parce que déjà, c'était un peu chargé,
Mais en fait, le début du chapitre part de Rabelais et du 5e livre, la découverte de la vive bouteille, et il fait tout un exposé donc, que j'ai enlevé sur le lien entre Rabelais et l'alchimie, et comment finalement la vive bouteille, c'est le vin à l'état pur, non mélangé, et qui nous révèle finalement la vérité, qui est susceptible de nous révéler. Donc là, le lien est clair. La citation de Baudelaire, il faut être ivre, il faut être constamment ivre, je crois. Je ne l'ai pas noté parce qu'elle est vraiment géniale. C'est aussi dans le bouquin de Suter, mais je sais pas où c'est, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais effectivement, oui, il y a cette fameuse formule de Baudelaire, il faut être constamment ivre. Je ne sais plus la suite, mais c'est aussi Suter cite ce vers de Baudelaire, mais il ne cite pas, Rimbaud. C'est par rapport à la question du voir, puisque, comment dire, il y a une formule très, très fameuse de Rimbaud dans une lettre à un de ses professeurs, où il dit qu'il faut se rendre voyant par un lent dérèglement de tous les sens. Dans ce lent dérèglement de tous les sens, on peut penser à l'ivresse. Et c'est vrai que quand il était à Paris, avec Verlaine, ils étaient comment dire, ce qui a été interdit, la nuit pure, qui fait 70 degrés quand même. Et ils étaient constamment ivres, c'est très clair. Mais, comment dire, la perspective rimbalienne, si j'ose dire, eh bien, elle est, bon, l'alcool, oui, était sans doute utile pour ce dérèglement, lent dérèglement de tous les sens, mais c'était pour se rendre voyant, comme dit Rimbaud. Voilà, il s'agit d'être voyant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça commence à être un peu compliqué, partir dans plusieurs directions. Voilà, c'est un petit peu décalé, quoi. Dans cette expression de dérèglement de tous les sens, ça tourne aussi beaucoup sur le terme de dérèglement. Parce que c'est vrai qu'à une première approche, on peut le comprendre comme, il y a tous les sens qui sont en éveil, mais c'est aussi dans le sens de la règle et de la norme à transgresser pour faire vivre pleinement tous les sens. C'est les faire vivre en les déréglant, justement. C'est-à-dire qu'il n'est plus que les sensations deviennent, ou les perceptions deviennent inhabituelles et anticonventionnelles d'une certaine manière et dépassent tout leur usage habituel et qu'à ce moment-là, perdant ou se démarquant de leur usage commun, habituel, à ce moment-là, le monde ne nous apparaît plus comme il l'est habituellement, mais il nous apparaît comme une sorte de révélation d'un univers impensable et inaccessible à la raison. Et il y a un autre mot qui me semble important, c'est qu'il y a des dérèglements, bien sûr, de tous les sens, mais un lent dérèglement. À nouveau, il y a cette idée qu'une cuite, ça ne révèle rien du tout. Ça, Suter l'explique très bien à propos, je ne sais plus de quel poète ou écrivain, mais on voit très bien que voilà, Suter suit cette idée que voilà, c'est pas parce qu'on est complètement ivre un jour, une fois dans l'année, qu'on va découvrir quelque vérité que ce soit, et en particulier, c'est pas comme ça que l'être va se dissoudre, qu'on va sortir du soi ou de la subjectivité, du sujet, je veux dire. Il y a donc cette idée d'un lent dérèglement de tous les sens, c'est-à-dire c'est vers après vers, et Deleuze explique très bien dans son B comme boisson, c'est que le vrai alcoolique, c'est celui qui ne cesse d'arrêter de boire de l'alcool, c'est-à-dire qui sait jusqu'où aller pour pouvoir reboire le lendemain. Alors que celui qui est complètement ivre parce que c'est le 1er janvier, enfin le 31 décembre, et qu'on se prend la cuite de l'année, là on ne va rien découvrir, c'est sûr, parce qu'on a dépassé les limites. Alors que Deleuze explique très bien que l'alcoolique, c'est celui qui sait à quel verre il faut s'arrêter pour pouvoir revoir le lendemain. Il y a une question. Pardon. L'auteur ne fait aucune référence aux autres substances, mescaline. Non, pas du tout. Oui, effectivement, moi, je pensais qu'il ferait référence effectivement à différentes drogues hallucinogènes, la mescaline, la psilocybine, le peyote qui a inspiré Artaud quand il a rencontré les Indiens d'Arahuaras, ou le LSD plus moderne, découvert dans les années 30, je crois à peu près.
non, il parle vraiment, il parle même très peu des autres alcools comme le whisky, ou la bière. La bière qui est quand même un alcool extrêmement répandu. Non, il parle essentiellement du vin. Alors peut-être parce que les références qui sont les siennes sont des références liées au vin. Sauf pour le Japon, le dialogue entre trois ivrognes de Nakai Shonin, là il s'agit du saké. On termine bientôt, et je crois que tu nous donnes au moins une piste. L'ivresse de la philosophie. Voilà.